Chers amis, bienvenue sur Wideta, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place Visual Studio Code, qui est un super éditeur de code pour les data scientists. Donc ici, ce qu'on va mettre en place, ce sera Python, R, Julia et NIM pour pouvoir faire de la science des données. Et bien sûr, on va un peu parler de Node.js. On se retrouve tout de suite. Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistique et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Alors, comme on l'a dit en introduction, on va voir comment mettre en place Visual Studio Code pour les langages de programmation que nous avons cités au départ, que sont Python, R, Julia et NIM. Maintenant, qu'est-ce que c'est Visual Studio Code ? Alors Visual Studio Code, c'est cet éditeur de code que vous pouvez voir ici. Ici, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez déjà la partie pour les scripts qui est assez flexible et qui a pas mal d'utilité. Et en bas, nous avons un terminal dans lequel nous pouvons lancer les codes. Nous avons aussi quelques informations sur la gauche qui peut-être les extensions, mais aussi les dossiers. Et vous allez voir que comme environnement de travail, c'est super. Généralement, quand je ne travaille pas sur R, donc parce que RStudio c'est vraiment super, la manière dont ils l'ont mis en place, je travaille dans Visual Studio Code, pas trop dans des environnements comme Anaconda, parce que j'aime bien garder quand même quelque chose d'assez polyvalent si je suis en dehors de R ou de Julia par exemple. Alors, il y a quelques prérequis avant de commencer la vidéo. Et donc, je pars du principe que, par exemple, vous avez tous les langages de programmation que nous avons cités qui sont déjà installés sur votre ordinateur. Donc, en plus des 4 que j'ai cités qui vont être utiles dans la vidéo, il y aura en plus Node.js. Et vous avez de la chance, on a 5 vidéos d'installation pour chacun de ces langages. Pour vous assurer que vous avez tous les langages installés, allez regarder votre shell. Vous pouvez chercher dans votre barre de recherche, que vous soyez sur Mac, Linux ou Windows, vous pouvez simplement chercher terminal. Si vous êtes dans des anciennes versions de Windows, vous pouvez simplement ouvrir PowerShell ou vous pouvez ouvrir aussi Bash, qui s'est installé avec Git si vous avez suivi notre vidéo d'installation de Git. Alors tout d'abord, avant de regarder comment ça marche avec le terminal, il y a une chose que vous devez faire sur R si vous êtes dans Windows. Les autres, normalement, ça devrait fonctionner déjà de base, mais bizarrement, sur R et Windows, il y a un problème parce que R n'est pas ajouté de base dans le path. Alors pour voir régler le problème, je vous invite à ouvrir RStudio. Voilà, vous avez ouvert RStudio. Et en fait, on va aller en haut dans les options dans Tools, après Global Options. Et ensuite ici, dans le Général, vous avez la version de R. Et simplement, ce que vous devez faire, c'est copier cette partie-là. Ensuite, il faut aller dans votre recherche Windows et vous devez taper variable. Ici, il va vous permettre de pouvoir modifier les variables d'environnement. Soyez sûr que vous avez les accès admin. Ensuite, depuis là, allez dans variable d'environnement en bas. Et ensuite ici, vous allez aller dans path. Vous allez double-cliquer dedans. Et ici, vous allez pouvoir ajouter le chemin vers votre R. Donc ici, vous voyez que ça a déjà été ajouté, mais il suffit simplement de faire nouveau. Vous collez, puis vous ajoutez un slash, ensuite vous mettez bin. Et c'est comme ça que vous pouvez l'ajouter. Ici, je n'en ai pas besoin de le faire, mais vous voyez que je l'ai déjà fait. Quand c'est fait, vous pouvez faire OK, tout accepter. Vous pouvez fermer RStudio parce qu'on n'en aura plus besoin. Et je vous recommande de redémarrer votre ordinateur juste au cas où, parce que des fois, ça prend pas ça tout de suite en compte. Une fois que c'est fait, normalement, R devrait être disponible. Et pour vérifier que tout fonctionne, que ce soit Python, R, Julia, etc., il vous suffit simplement d'ouvrir le terminal. Pour pouvoir ouvrir le terminal, allez simplement dans votre barre de recherche, que vous soyez sur Linux, Mac ou Windows, tapez simplement terminal. Si vous êtes dans des plus anciennes versions de Windows, vous devez utiliser PowerShell, mais je ne vous recommande pas PowerShell, on va voir dans quelques instants pourquoi. Je vous recommande d'utiliser Git Bash. Donc si vous êtes sur Mac, Linux ou les versions modernes de Windows, c'est-à-dire Windows Terminal à partir de Windows 11, tapez simplement terminal dans votre barre de recherche. Si vous êtes dans des anciennes versions, vous pouvez utiliser PowerShell, comme je vous le disais, mais je vous recommande d'utiliser Git Bash. Si vous n'avez pas installé, vous pouvez aller regarder notre vidéo sur GitHub, l'introduction, et vous devriez avoir Git Bash de disponible. Regardons depuis le terminal. Maintenant, j'ai le terminal qui est ouvert, je peux l'agrandir. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est vérifier que tout fonctionne. Et je vais vous montrer pourquoi, en fait, lorsque vous allez essayer de vérifier avec R, ça ne va pas fonctionner très bien avec PowerShell. Parce que si vous êtes sur Mac ou
Linux, vous pouvez simplement écrire R avec une minuscule. Si ça ne marche pas, essayez R majuscule. Normalement, ça devrait fonctionner, ça devrait lancer R. Mais ici, en fait, quand vous allez faire R majuscule, il ne va pas vous le retrouver, même si il est dans votre path. Si vous allez faire un R minuscule, ben là, ça va poser un gros problème aussi. Donc, on va ouvrir une nouvelle session de PowerShell parce que celle-là, elle est un peu buggée maintenant. Si vous voulez ouvrir R dans Windows depuis PowerShell, vous devez faire r.exe. Et là, vous êtes dans R. Et donc, pour quitter, vous devrez faire Q. Et vous devez mettre ces parenthèses là. Et ensuite, ici, il va vous demander si on veut sauvegarder l'image. Moi, généralement, je le fais pas. Mais vous pouvez mettre Yes avec un Y si vous voulez. Mais moi, je mets N pour non. Voilà. Et donc, là, on l'a quitté. Bien, on peut tout effacer. Vous pouvez faire CTRL L. Donc, R, ça fonctionne. Est-ce que Python est installé? Vous pouvez faire simplement Python. Et si vous avez ça qui apparaît, donc, ça veut dire que oui, Python fonctionne. Donc, ici, vous êtes dans l'interface de Python. Vous voyez que ça marche bien aussi, donc de la même manière que R. Et pour quitter, vous pouvez simplement faire exit avec les parenthèses. Sans le égal, voilà. Donc CTRL L pour effacer un peu. Et maintenant, on va essayer de faire la même chose avec Julia. Donc ici, vous pouvez simplement écrire Julia. Donc ça a l'air un petit peu plus cool quand même que R et Python. Et donc ici, vous pouvez aussi vérifier que Julia fonctionne de la même manière que Python, mais R ça aurait donné la même chose. Et si vous voulez quitter Julia, vous pouvez aussi faire exit avec les parenthèses. Donc on supprime tout ça. Et pour être sûr que Nim fonctionne, parce que malheureusement Nim n'a pas de base un terminal spécifique, vous pouvez faire juste Nim-V. Et si vous avez ça qui apparaît, donc vous avez une version, ça veut dire que c'est bon, Nim est installé. Et vu que Nim peut aussi transpiler en JavaScript, vérifiez simplement que Node.js sont installés, donc vous faites Node-V. Et s'il y a une version qui apparaît aussi, c'est que tout est bon. Donc nous avons vérifié que tout fonctionne. Maintenant, il faut juste que nous installions encore 2-3 petites choses dans R et Julia pour les permettre de pouvoir être utilisées dans Jupyter. Donc on va installer les kernels spécifiques. Ces kernels, vous voyez ça comme des noyaux, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ça va nous permettre de pouvoir utiliser R et Julia dans Jupyter. Commençons avec R, donc on va commencer par ouvrir R, et on va installer le package irkernel. Pour ça, tapez install .packages, vous allez ouvrir les guillemets ou les apostrophes, vous pouvez faire irkernel et ensuite vous pouvez lancer ça. Il va vous demander d'où vous l'installez, moi je vais le laisser dans le cloud. Et si jamais il ne vous le fait pas apparaître comme ça, vous pouvez simplement appuyer sur 0 et lancer. Et donc maintenant ça a été installé, on va pouvoir utiliser ce package là. Simplement faites irkernel et vous pouvez faire 2 points, ça va nous permettre de pouvoir avoir accès aux fonctions de ce package, comme n'importe quel package dans R, et vous faites install spec et vous pouvez lancer. Et si ça s'est lancé sans problème, normalement, vous devriez avoir ça. Alors note, c'est pas sûr que ça va fonctionner forcément. Des fois, c'est bien de pouvoir redémarrer l'ordinateur, et si ça ne marche toujours pas, vous pouvez aller regarder pour trouver de l'aide sur Internet. Maintenant, on va fermer R, et non de nouveau. On efface tout ça. Maintenant, on va installer le kernel pour Julia, donc on va taper Julia. Et ici, on va passer dans le mode package. Pour pouvoir aller dans le mode package, il faut faire ce signe-là. Donc quand vous allez faire, ça va transformer Julia en mode package, ça va devenir bleu, vous allez voir. Voilà, vous voyez que c'est devenu un mode package. Et depuis là, vous pouvez simplement utiliser la commande add. Vous mettez un espace, I en majuscule, Julia en majuscule. Et là, c'est en train d'installer, donc on va passer l'installation. Et donc ça finit d'être installé, donc on peut quitter ce mode en appuyant sur supprimer. Et on peut quitter Julia avec exit. Et on peut effacer l'espace. Parfait, donc maintenant on a les kernels qui sont installés pour R et Julia. Et pour être sûr que tout fonctionne, n'hésitez pas à redémarrer votre ordinateur. Maintenant nous pouvons fermer le terminal et installer VS Code. Donc pour pouvoir installer VS Code, vous pouvez simplement appuyer sur ce bouton, normalement il va se mettre dans l'OS que vous utilisez. Et là, il va m'ouvrir en fait une aide pour me dire comment commencer et quelles sont les extensions prendre, etc. selon ce qu'on est en train d'utiliser. Donc ici, vous voyez qu'il y a un tutoriel pour Node.js, peut-être qu'on le fera dans une prochaine vidéo. Donc VS Code a fini de s'installer, donc je vais pouvoir double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc ici, maintenant, il faut accepter les contrats de licence. Ici, vous pouvez laisser la destination de base, ce n'est pas un problème. Ici, vous pouvez laisser ça pour avoir une sélection rapide. Et après ici, c'est assez important, donc si vous voulez une icône au bureau, vous pouvez cliquer. Mais ces actions-là, il faut surtout les activer. Donc ici, ça va nous permettre de pouvoir ouvrir code depuis l'explorateur. Donc ça, c'est spécifique à Windows, mais il me semble que ça devrait être possible aussi pour Mac et Linux. Et tout ça, c'est déjà mis de base, mais le path, c'est vraiment le plus important pour pouvoir l'utiliser dans le terminal.
Et ensuite, on peut lancer l'installation. Et vous voyez qu'ici, il est assez sympathique parce qu'il va exécuter directement Visual Studio Code. Donc nous, on va accepter terminer. Donc comme vous pouvez le voir, là, il va me dire qu'il y a une dernière version qui a été lancée de VS Code. Donc c'est cool, ça permet de voir les dernières nouveautés qui sont là. Peut-être que vous aurez ça, peut-être que vous l'aurez pas, donc ce n'est pas un problème. Vous pouvez simplement fermer VS Code. Et moi, c'est pas la première fois que je l'installe, donc il me semble que ça n'apparaît pas. Mais pour vous, peut-être que vous aurez un espace où vous pourrez décider de choisir le thème de VS Code, etc. Donc vous pouvez le choisir de base. Moi, je préfère le prendre en thème sombre. Ici, il y a aussi le mode restriction. Donc ici, vous pouvez décider de le gérer. Moi, généralement, je vais toujours faire confiance. Donc s'il vous demande, vous pourrez l'accepter ici. Si vous le demande pas, pas grave. À un moment donné, quand vous allez ouvrir un nouveau dossier avec du code, etc., il va vous demander est-ce que vous faites confiance. Vous pouvez cliquer faire confiance. Et vous pouvez aussi cocher la petite case pour dire que vous faites toujours confiance si jamais, parce que vous travaillez toujours dans votre espace de travail. En tout cas, moi, je n'ai pas vu de problème avec ça. Maintenant, j'ai réouvert VS Code. Donc, si vous voulez le réouvrir, vous pouvez simplement chercher l'application. C'est pas très compliqué. Et donc, avec ça, en fait, vous pourrez décider, je vais ouvrir un dossier, je vais créer un nouveau fichier, etc. Ici, là, vous avez mes anciens projets qui sont en cours. Donc, c'est toujours pas mal. Donc, de pouvoir voir, en fait, tout ce qu'on peut faire avec. Donc, ici, je vais décider d'ouvrir un dossier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon bureau, je vais aller dans Code. Ici, j'ai un dossier pour Nîmes et un dossier pour R. Je vais peut-être en ouvrir un pour Polyglotte. Voilà, comme ça, c'est là où je vais mettre mes projets qui sont sur plusieurs langages. Donc, je vais créer un dossier test, comme d'habitude, et un dossier projet. Et dans le dossier test, vu que c'est un test pour l'instant, je vais juste mettre tout ça là-dedans pour VS Code. Donc ici, on va ouvrir ce dossier test. Voilà, et donc ici, vous voyez, c'est ce que je vous disais avant, donc est-ce qu'on fait confiance à l'auteur? Et là, on peut mettre oui, mais moi, je vous conseille, si vous voulez pas avoir ça à chaque fois, de pouvoir cliquer sur oui, je fais toujours confiance au fichier de Polyglotte. Donc, vous pouvez appuyer dessus, et je vous mettrai un lien sur comment faire si jamais... ça vous redemande à chaque fois. Si vous voulez pas avoir cette page d'accueil, vous pouvez décocher ça pour les prochaines fois. Donc maintenant, commençons à ouvrir des fichiers. Donc par exemple, je peux cliquer là. Il va me demander est-ce que je vais ajouter un Jupyter Notebook ou un fichier texte. Pour l'instant, c'est pas ce que je cherche. Donc ici, je peux simplement écrire un nom. Par exemple, je peux mettre VS Code, voilà. Et ensuite, ici, il va me dire, où est-ce qu'on enregistre ce VS Code? Et moi, je le laisse dans test et je vais mettre .py du coup pour Python. Quand je vais faire ça, vous voyez qu'il m'ouvre déjà avec le logo Python parce qu'il sait déjà que c'est du code Python. Et ensuite ici, il fait un truc cool, c'est qu'il dit est-ce qu'on veut installer l'extension Python avec tout ce qu'il nous faut? Et nous, on dit oui bien sûr, parce que ça va beaucoup nous aider. Et il nous montre qu'est-ce qu'il va installer. Alors des fois, lorsque vous allez installer des extensions, ils vont pas installer qu'une seule chose, ils vont en installer plusieurs en fait. Donc que vous sachiez. Et ici, vous avez les informations sur les extensions. Vous pouvez descendre, voir les exemples. Des fois, ils font des exemples animés. Donc ici, c'est super parce que cette extension Python va nous permettre de pouvoir faire pas mal de choses. Et par exemple, là, il vous montre aussi les autres extensions qui sont ajoutées avec Python. Et vous voyez que ici, c'est dans la barre extension. Donc comme je vous disais, jusqu'à maintenant, on a ouvert un script Python. Il ne s'est pas ouvert n'importe où, il s'est ouvert dans le dossier test que nous avons créé parce que nous avons ouvert ce dossier. Et ici, on va pouvoir faire 2 plus 2. Et là, on va sauvegarder. Donc ici, c'est juste un petit test. En fait, non, plutôt qu'un petit calcul, on va juste faire print hello oui data. Et vous voyez qu'ici, il va nous proposer en fait des informations sur la fonction que je viens d'utiliser pour m'aider en fait dans mon travail. Et je peux sauvegarder. Maintenant, comment je peux faire pour lancer ce script? Je vais faire CTRL majuscule P. Et ici, je vais faire terminal, create a new terminal. Donc, si vous ne le propose pas de base, vous pouvez écrire terminal, .create. Et après, normalement, il devrait vous proposer ça, create new terminal. Et si jamais, pour être plus rapide, les prochaines fois, vous pouvez simplement utiliser ce raccourci. Donc, il est différent selon votre OS, mais voilà, vous pouvez lancer ça. Et donc, vous voyez qu'il y a un terminal qui s'est ouvert. Et ici, il m'indique que c'est un terminal PowerShell. Si je veux ajouter plus de terminaux, je peux simplement appuyer ici pour qu'il m'ouvre le terminal de base qui est PowerShell. Sinon, je peux cliquer ici et choisir quel type de terminal je veux et quelle autre option je veux. Et je peux choisir un profil de base. Et ici, je vais décider de prendre Git Bash simplement pour que ce soit le même pour tout le monde parce que sur Linux, on utilise Bash. Généralement, sur Mac, on utilise Z Shell, mais c'est
des choses très similaires. Donc comme ça, les prochaines fois que je vais ouvrir un terminal, normalement il devrait m'ouvrir bash. Super. Donc on va fermer, et je vous rappelle, pour pouvoir avoir ça, si vous êtes sur Windows, soyez sûr d'avoir installé Git, et on a une vidéo dessus. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais pour pouvoir lancer ce script? C'est simple. Ici, vous voyez que je me trouve dans le dossier, donc Polyglot Test. Pour pouvoir lancer un script Python, il faut simplement que j'écrive Python, et ensuite le nom du script que je veux lancer. Donc je vais faire vscode.py. Et quand je lance ça, vous voyez que il m'a renvoyé ce que j'ai écrit ici. Donc c'est comme ça qu'on lance avec un script Python. On peut faire la même chose avec d'autres scripts. On va ouvrir un script R. Pour pouvoir ouvrir un nouveau script, vous pouvez faire CTRL majuscule P, et ensuite ici faire New File. Donc ici vous pouvez appuyer dessus, ou New Untitled Text File. Donc vous pouvez aussi faire CTRL N, ou ici CTRL Alt Windows N ici. Donc vous choisissez le raccourci qui vous arrange le plus. Et ici, ce que j'aime bien lorsque je fais le fichier sans nom, c'est que je peux cliquer ici pour sélectionner directement le langage et faire, moi en fait je vais écrire avec R. Vous voyez qu'il y a tout plein de langages, même des langages qu'on n'a pas installés, mais c'est bien de choisir des langages que vous avez installés. Et ici, il voit que c'est un script R, il va me dire, est-ce que vous voulez l'extension R? Nous on va dire oui. Donc il me remontre cette extension, donc on peut, comme d'habitude, voir les informations dessus, c'est cool. Donc si on retourne dans notre liste d'extensions, sans ce filtre-là de sélection, normalement il nous montrera toutes les extensions que nous avons ici, donc vous voyez qu'on a tout ça, ce qui est pas mal. Et ici il va nous montrer des extensions populaires et des recommandations, mais on les regardera plus tard. Donc on retourne dans notre explorateur de fichiers, ou même en fait on va nous faire un peu de place, on va cliquer là. Donc ici on a l'extension qui est installée, donc ici on va sauvegarder pour qu'on ait quelque chose aussi. Donc il sait déjà que c'est un fichier R, donc il me met l'extension. Moi je vais mettre VSCode. Et il va garder l'extension R. Donc je peux lancer ça. Parfait. Et ici, je vais faire aussi un print hello data et je vais sauvegarder. Maintenant, pour pouvoir lancer un script R, c'est à peu près pareil que dans Python. Donc soyez sûr que vous avez R dans votre path et vous pouvez simplement faire R script avec une majuscule et vous mettez le nom de votre script. Donc vscode.r. Et là, vous voyez qu'il nous donne le résultat. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, on peut faire la même chose avec Julia. Donc, j'ouvre avec le raccourci cette fois-ci. Et je choisis le langage, je peux dire Julia. Donc voilà, j'ai Julia qui est en place. Et j'ai enregistré le script. Et ici, je vais l'appeler aussi VSCode. Voilà, vscode.jl. Si jamais il ne vous propose pas d'installer l'extension, peut-être qu'elle est déjà installée. Je n'ai pas vérifié si je l'avais désinstallée de mon côté. Mais vous pouvez aller dans extension ici. Et depuis là, vous pouvez simplement écrire Julia. Et normalement, vous devriez trouver une extension, donc c'est celle-ci. Si jamais vous hésitez entre les extensions, lisez ce qu'elles valent. Et généralement, c'est celles qui ont le plus de téléchargements qui sont les plus importantes. Et donc ici, vous pouvez simplement cliquer sur Install. Et ici, cette extension va nous permettre de pouvoir avoir des avantages dans l'utilisation de Julia. Donc maintenant que c'est installé, on va pouvoir fermer cette extension et on va pouvoir fermer ça aussi. Maintenant, faisons la même chose. Donc dans Julia, vous pouvez utiliser print ou println, c'est égal. Généralement, on recommande d'utiliser println parce que ça saute aussi une ligne. Dans notre cas, ça ne va pas changer grand-chose, mais on va mettre hello data de nouveau. On va enregistrer. Et ici, pour lancer un script Julia, c'est simple, vous écrivez Julia. Et ensuite le nom du script, vscode.jl. Et voilà, vous voyez qu'il a lancé ce script. Super. Et ensuite, on va ouvrir un script nim. Alors, juste pour que vous sachiez, donc nim n'existe pas dans la liste des langages. Si vous allez dans la liste des langages, vous regardez dans N, vous ne trouvez rien. Vous pouvez même tenter d'écrire nim, vous n'allez rien trouver. Pour pouvoir avoir nim, il faut que vous alliez dans les extensions, que vous cherchez l'extension nim. Et vous pouvez choisir la première extension, donc celle qui a une illustration comme ça. Vous pouvez cliquer sur Install et vous laissez l'installation se faire. Lorsque l'installation est terminée, vous pouvez retourner dessus, ouvrir un nouveau script et voir si nim apparaît cette fois-ci. Vous voyez que cette fois-ci nim apparaît. Vous pouvez simplement cliquer sur nim cette fois-ci. Donc ici, il ne m'a pas mis d'extension. Ce sera à moi de le mettre. Donc je vais simplement sauvegarder. Là, il a déjà mis l'extension de manière correcte. Donc c'est assez cool. Ici, je vais mettre VSCode. Et ensuite, je peux lancer ça. Et donc maintenant, vous voyez que j'ai la petite icône. Il y a tout qui s'est mis en place. Donc c'est super cool. Dans nim, pour pouvoir faire un print, il suffit simplement de faire echo, un espace. Et ensuite, entre guillemets, vous mettez le texte que vous voulez faire apparaître. Parfait. Et maintenant, c'est là où ça devient un tout petit peu plus compliqué avec nim. Donc je vais vous montrer. Vous devez faire nim c-r. Le c, c'est pour dire qu'on compile en C. R, c'est pour dire qu'on va lancer le code tout de suite après l'avoir compilé. Et on va écrire vscode.nim.
Quand vous allez lancer, vous voyez que ça a compilé, et là vous voyez qu'il a fait apparaître la réponse. Bon, mais vous voyez que travailler dans le terminal, ça n'a pas l'air super pratique, parce que ici, on a des éléments qui sont assez différents entre Python, R, Julia et Nim, et ça marche pas forcément de la même manière, et peut-être qu'on voudrait avoir une méthode pour pouvoir généraliser tout ça. Et pour faire ça, vous allez aller dans les extensions, parce qu'il y a une super extension qui s'appelle Code Runner, voilà, et cette extension va nous permettre de lancer tout un tas de langages de programmation avec vraiment la même logique. Et vous allez voir que c'est super cool. Donc on va baisser les extensions. Vous pouvez aussi faire CTRL-B si vous êtes sur Windows. Et donc du coup ici, ce qui s'est passé, c'est qu'il a ajouté cette petite flèche ici. Si vous laissez votre souris dessus, il va vous montrer quels sont les raccourcis à utiliser. Et ici, vous pouvez décider aussi la manière dont vous voulez lancer le code avec la petite barre à côté. Et simplement, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur le triangle pour qu'il lance le code. Donc vous voyez qu'il n'est plus dans Terminal, parce que c'est là où on avait nos informations ici, qu'on avait fait interactivement. Il a mis ça dans Output. Et ici, vous voyez qu'il a lancé le code à notre place avec les bonnes pratiques pour pouvoir lancer le code. Donc c'est super. Donc on peut aussi utiliser le raccourci que vous avez vu en haut. Donc pour moi, c'est CTRL-ALT-N. Sur Mac ou Linux, ça doit être différent. Donc vous voyez que ça marche bien. Si je vais dans R et que je fais la même chose, vous voyez qu'il m'a fait aussi R-Script, etc. ce que je devais lancer. Pareil depuis Julia. Si je vais sur Julia et que je lance depuis là ou depuis le raccourci, vous voyez que il me fait la même chose, Julia, etc. Et ici, pour Nim, c'est là où ça va vraiment être pratique parce que ça va nous permettre de pouvoir écrire tout ça. Donc vous voyez que là, il m'a ajouté même pas mal de choses ici. Et ici, ça dépend vraiment du compilateur de Nim. On en parlera dans les vidéos spécifiques à Nim, mais sachez que en fait, avoir Code Runner, c'est vraiment super parce qu'avec le même raccourci, vous pouvez lancer n'importe quel autre script. Maintenant, pour Nim, ça a l'air vraiment pratique parce que c'est un code qui se compile et généralement, vous allez lancer les scripts en une seule fois. Mais pour des langages comme Python, R ou Julia, eh bien, vous devez pouvoir en fait les lancer de manière simple. Et on va commencer avec Python, et vous allez voir l'importance des extensions ici. Donc avec Python, pour pouvoir lancer le code ligne par ligne, vous pouvez faire simplement majuscule Enter, et vous voyez qu'il me le lance dans le terminal. Donc ici, il m'a fait Hello WeData, donc ce qui est super cool. Donc vous voyez qu'il m'a ouvert un terminal Python. Lorsque vous êtes sur R et que vous avez l'extension installée, vous pouvez faire CTRL-Enter. Donc ici, vous voyez qu'il a pu lancer le R de manière interactive. Et maintenant, attention, pour Julia, c'est la même chose, c'est CTRL-Enter, sauf que ici, il va mettre beaucoup plus de temps à se mettre en place parce qu'en fait, il doit précompiler un certain nombre de packages. Donc c'est un peu le paradoxe avec Julia, c'est parce que c'est à la fois l'un des langages les plus rapides, mais c'est aussi l'un des plus lents. Donc ici, vous voyez qu'il a pris un certain temps avant de se lancer, et maintenant il a lancé Hello WeData, mais maintenant c'est interactif. Et j'aime bien parce que des fois, souvent, il met les réponses ici pour que tout puisse fonctionner comme on le souhaite. Et il n'y a pas la même chose pour Nim, parce que Nim ne se lance pas de manière interactive, mais c'est déjà pas mal. On pourra aussi faire beaucoup plus de personnalisation, mais pour l'instant, on va dire que ça suffit. Peut-être quelques paramètres qui pourraient vous intéresser. Vous pouvez aller en bas sur l'écrou et cliquer dessus, et aller dans Settings. Et dans Settings, ici, vous pouvez changer tout un certain nombre de choses. Donc on va fermer ça. Vous pouvez changer la taille des caractères. Donc ici, j'ai laissé une fonte de 18, donc pour que le texte il apparaît de manière assez gros. Je pourrais même faire plus, je pourrais même mettre 20 si j'ai envie. Et il se mettra à jour après. Et il me semble qu'on peut aussi changer le zoom. Donc je vais simplement chercher ici zoom, pardon, voilà. Et ici je l'ai mis à 1.7, vous pouvez faire aussi grand que vous avez envie, mais ça c'est 1,7 fois plus grand que de base. Donc voilà, donc avec ça, normalement vous avez des settings assez intéressants à mettre en place. Maintenant il y a des paramètres généraux qui sont assez intéressants à mettre en place, donc avec les extensions. Et ici, je vais vous présenter quelques extensions que j'aime bien. Donc il y a l'extension IntelliCode. Alors oui, IntelliCode. Donc on peut l'installer. Donc c'est une IA qui nous permet de nous aider dans le développement du code. Donc c'est plutôt pas mal. Il marche surtout avec Python, JavaScript et TypeScript. Donc c'est toujours bien de l'avoir sous le bras. Ensuite, il y a une extension que j'aime bien pour l'apparence et Dracula. Donc vous pouvez choisir vous-même vos thèmes, vérifier s'ils existent. Par exemple, vous pouvez chercher matériel. Je ne sais pas si le thème... il y a matériel icône, etc. Et voilà, Dracula. Voilà, moi je prends le Dracula officiel, et vous voyez qu'il le met déjà en place, et je peux choisir quel type de Dracula je veux. Est-ce que je veux le Dracula normal, le soft, le Dracula dark mode? Moi j'aime bien le
Dark Modern. Donc vous voyez que je me suis trompé, mais vous pouvez aller simplement ici dans Set Color Theme et ensuite ici vous pouvez choisir, je vais prendre le normal plutôt que le soft. Voilà, parfait. Il y a une autre chose aussi pour les illustrations parce que vous voyez qu'il n'y a pas trop d'icônes ici, c'est pas si cool que ça. Si on regarde les icônes, elles sont assez basiques. Ce que je peux faire comme extension, c'est aller dans VS Code Icon, donc je peux cliquer dessus et installer ces icônes là, donc ça va améliorer l'apparence de beaucoup d'icônes. Donc ici c'est celui qui est de base, donc je vais choisir le VS Code Icon, et donc normalement on devrait avoir des icônes un peu plus cool. Vous voyez que là ça respecte mieux les couleurs. Il y a une autre extension que j'aime bien, c'est Better Comment, parce que ça permet de mettre des commentaires un peu plus spécifiques et d'avoir des alertes, des to-do, des queries, etc. Donc c'est plutôt bien fait. Pardon, vous avez peut-être pas bien vu. Donc ici, peu importe le type de commentaire que vous faites, ça va vous permettre de pouvoir mettre en place ces types d'alertes qui sont assez colorés, qui sont assez cool. Donc on va l'installer. Et ensuite, il y a une autre extension que j'aime bien, c'est CodeSnap. C'est vraiment super cool si vous voulez partager les visuels de votre code. Vous pouvez simplement cliquer dessus. Donc CodeSnap, ça va vous permettre de pouvoir sélectionner votre code et de pouvoir l'exporter dans ce genre d'image, ce qui est plutôt pas mal avec le thème en cours, donc vous pouvez cliquer dessus. Donc si jamais vous hésitez, prenez toujours celui qui a le plus de téléchargements. Entre lui et lui, c'était lui qui avait le plus de téléchargements, il me semble. Et donc voilà, vous avez CodeSnap, et pour l'utiliser, il suffit simplement de sélectionner votre code. Il peut être plus long que ça, bien sûr. Et normalement, vous devriez avoir CodeSnap juste ici. Vous pouvez cliquer dessus, il va vous montrer de quoi ça a l'air, et vous pouvez cliquer ici pour l'exporter. Donc plutôt cool. Et comme je l'ai dit, ça s'adapte à votre thème. Maintenant, on va passer aux extensions qui sont beaucoup plus proches de la science des données. Et donc ici, je vais vous inviter à aller chercher Jupyter. Donc ici, vous pouvez installer Jupyter, et normalement, il devrait vous installer aussi d'autres extensions en même temps. Et quand l'extension est installée, vous pouvez l'utiliser aussi. Sachez que généralement, les extensions, vous pouvez les trouver en faisant CTRL majuscule P ou commande majuscule P, donc le navigateur de commande. Et ici, vous pouvez simplement chercher Jupyter. Et ici, il va nous dire créer un nouveau Jupyter. Et lorsqu'on crée un nouveau Jupyter, ça nous crée les Jupyter Notebook que vous pouvez utiliser comme les Jupyter Notebook de base. Donc c'est-à-dire vous pouvez avoir un mode visuel, un mode contrôle et un mode focus, et écrire dedans. Donc ici, je choisis de base le kernel Python. Donc ici, vous pouvez changer de kernel. Ici, comme on l'avait fait tout à l'heure, Julia est maintenant accessible, donc on peut mettre des kernels Julia. Faites attention, vous n'avez qu'un kernel à la fois. Là, on est toujours dans les kernels Julia. Et ensuite, ici, vous pouvez aller dans Jupyter Kernel. Et si vous avez bien fait l'installation, normalement R devrait être aussi disponible. Ici, vous pouvez accepter si jamais il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Normalement, ça devrait être bon. Et ici, vous pouvez écrire du R. Mais à chaque fois que vous aurez un nouveau langage, vous pouvez ajouter simplement le kernel. Et ça marche plutôt bien. Donc, si jamais vous utilisez Jupyter, il devrait y avoir tout ce qu'il vous faut. Si vous voulez une vidéo sur comment utiliser Jupyter à l'intérieur de VS Code ou Jupyter de manière générale, faites-moi savoir et je vais vous montrer. Une autre extension que je trouve vraiment important d'avoir, c'est Quarto. Donc ici, vous pouvez l'installer. Donc Quarto, si vous ne savez pas, c'est vraiment le R Markdown qui marche pour tous les langages qui sont dédiés à la data science, donc c'est-à-dire R, Julia, Python et aussi JavaScript par le biais de Observable. Et ici, vous voyez tout ce qu'on peut faire avec, donc ça mériterait complètement sa propre vidéo. Je vais pas parler trop dessus. Ce que je trouve vraiment juste dommage, c'est que la version de Quarto sur VS Code n'est pas aussi bien que sur RStudio, mais elle marche très bien. Et bien sûr, si vous êtes vraiment un R Markdown utilisateur, donc vous pouvez chercher R Markdown. Il y a aussi une extension pour R Markdown. Mais moi, je ne l'utilise pas puisque j'utilise Quarto. Donc, si jamais vous voulez ouvrir un document Quarto, vous pouvez ouvrir le navigateur de commande. Donc, vous commencez à comprendre CTRL majuscule P ou commande majuscule P. Et ensuite, ici, vous pouvez taper Quarto. Et ensuite, ici, vous pouvez dire New Notebook. Ici, c'est pour ouvrir en fait Jupyter. Vous pouvez faire New Document qui va créer un Quarto document. Ici, il ne l'a pas encore sauvegardé, mais quand vous allez le sauvegarder, il va proposer l'extension. Et là, vous pouvez mettre, VS Code. Et ici, il va fonctionner comme un Quarto. Si jamais, ici, c'est en vraiment Markdown classique, mais si vous voulez avoir l'option visuelle, donc ce que vous pouvez faire, c'est soit l'ajouter ici avec Editor. Ensuite, ici, vous pouvez mettre Visual. Donc, si jamais, vous pouvez l'activer de cette manière-là. Ça ne se fait pas forcément automatiquement. Ou sinon, vous avez deux autres options. Vous pouvez faire un clic droit. Et ensuite, ici, vous pouvez aller dans Edit in Visual Mode. Ou vous pouvez faire CTRL majuscule P ou commande majuscule P, Quarto.
Et ensuite, normalement, vous devrez avoir Edit in Visual Mode juste ici avec le raccourci. Donc ici, si c'est la première fois, il va vous dire que vous allez installer, vous allez activer le mode visuel de Quarto, donc vous pouvez accepter. Et là, vous avez votre Quarto qui apparaît, et ce qui est cool, c'est que ici, vous pouvez vraiment ajouter tout ce que vous voulez en fait et faire le formatage que vous avez envie. Et par exemple ici je peux ajouter un bloc de code et choisir le langage que je veux utiliser. Et l'avantage avec Quarto, contrairement à Jupyter, c'est que ici si vous avez l'engin dans knitr, vous avez la possibilité d'utiliser tous les langages que vous voulez, qui sont supportés dans R, donc, et d'avoir plusieurs langages en même temps. Mais bref, ça ce sera le sujet de toute une série de vidéos, donc on va pas entrer plus dans les détails. Finalement, j'ai présenté encore deux extensions qui pourraient vous être assez utiles. Donc en tant que data scientist ou statisticien, on travaille souvent avec des CSV, donc plutôt que d'écrire Rainbow CSV, je vais juste mettre CSV. Et donc ici, ce seront ces deux extensions de CSV qui sont assez importantes. Donc il y a Rainbow CSV. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça va nous permettre de prendre les CSV et d'indiquer en fait les colonnes par couleur, ce qui est vraiment pratique. Et ici, il y a Edit CSV qui va vous permettre en fait, vous voyez ce CSV, en cliquant sur un bouton, de pouvoir voir les CSV comme des tableaux et de pouvoir les éditer immédiatement. Donc ce qui est vraiment cool aussi. Donc super extension à avoir toujours sur soi. Bien, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Maintenant vous avez vraiment les bases pour pouvoir utiliser tous ces langages de programmation dans VS Code. Et lorsqu'on fera des exemples dessus, vous verrez que c'est assez simple à utiliser et que tout peut se faire ensemble. Alors voilà, j'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si le contenu vous a plu. Vous pouvez aussi partager la vidéo, c'est cool aussi. Si vous avez vraiment des commentaires à mettre, n'hésitez pas à les mettre en section commentaires. Nous sommes ravis de pouvoir y répondre et ça nous fait toujours plaisir de les lire. En attendant de se retrouver dans de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt.